Je me souviendrai éternellement de la première fois où j'ai vu ces impressionnantes lignes géométriques symbolisant New York sur lesquelles retentissait cet irrésistible rythme de fandango dont je ne savais pas encore qu'il était signé Bernard Herrmann. C'était La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock et pour moi, c'est inoubliable. Quelques années après, il y eut un autre générique, toujours conçu par Saul Bass, et c'était encore plus fascinant, cet œil perçant qui nous regarde et cette musique qui gronde, annonçant une catastrophe. C'était Vertigo, et cette fois j'avais vraiment identifié l'auteur de cette spirale musicale, Bernard Herrmann, toujours lui et toujours chez Hitchcock. L'addiction était en route, elle n'allait plus jamais cesser. D'autant moins que dans Vertigo, cette scène résolument onirique m'avait révélé un Herrmann wagnérien et lyrique sur le visage réinventé de Kim Novak. Ensuite, tout s'est enchaîné dans le désordre, avec d'abord Marnie et cette apparition tout aussi fulgurante d'un autre visage, celui de Tippi Hedren sur un thème déchirant et malade du grand Herrmann. Sans oublier cette séquence de pure terreur et sa musique ô combien enrageuse. Et puis évidemment Psychose, le plus célèbre, et cette avancée dans la nuit, soutenue par une musique qui nous embarque en quelques motifs rythmiques dans le cauchemar de Janet Leigh. Et forcément la fameuse scène de la douche, et ses traits de violon comme des coups de couteau. Herrmann chez Hitchcock, ça avait commencé quelques années plus tôt, avec cet air très alerte et presque ironique, qui plus tard servirait de générique à une émission de radio que j'adorais, Microfilm de Serge Danet. Bernard Herrmann qu'on voyait en chair et en os dans son emploi préféré, celui de chef d'orchestre, sa vraie vocation, dans L'homme qui en savait trop, dirigeant au Royal Albert Hall de Londres la Stormcloud Cantata d'Arthur Benjamin en attendant un fameux coup de cymbale. Et puis encore, très peu connu, le faux coupable, toujours de l'ami Alfred, dans lequel Herrmann se faisait plus discret, mais était tout de même capable de provoquer un vertige. J'ai fini par découvrir que Bernard Herrmann avait commencé sa carrière au cinéma avec Citizen Kane d'Orson Welles, dont il était déjà un proche collaborateur au Mercury Theatre. Pour Citizen Kane, Herrmann avait notamment écrit des airs d'opéra comme celui-ci, interprété par une chanteuse incertaine. Ça m'avait marqué. Tout comme l'ouverture de La Splendeur des Anderson, avec cette musique tout à fait nostalgique et la voix unique du grand Orson, pour moi une des plus belles ouvertures de l'histoire du cinéma. The only public conveyance was the streetcar. A lady could whistle to it from an upstairs window, and the car would halt at once and wait for her. Herrmann et Welles s'étaient retrouvés une dernière fois dans Jane Eyre de Robert Stevenson, notamment pour cette séquence très spectaculaire qui voyait la rencontre entre John Fontaine et Welles. Herrmann y avait mis toute son énergie. À la même époque, cette séquence de The Devil and Daniel Webster de William Detterley avait également inspiré Bernard Herrmann. Et d'ailleurs, fait peu connu, c'est pour ce film que le compositeur avait gagné son seul et unique Oscar. Toujours dans les années 40 et toujours en noir et blanc, tendance gothique, le sublime L'aventure de Madame Muir de Joseph L. Mankiewicz était pour moi un des sommets de Bernard Herrmann, dans le registre sombre et inquiétant. Comme dans celui plus lumineux, plus mélancolique et plus maritime. C'était aussi la partition préférée de Bernard Herrmann, comme je le comprends.
D'ailleurs, il avait récidivé avec Mankiewicz pour l'affaire Cicéron, c'était pas mal non plus. Mais dans cette même période, début des années 50, ma partition favorite de Bernard Herrmann, c'était celle très impressionnante et très cuivrée, avec ses corps de chasse tonitruants, pour La Maison dans l'ombre, magnifique film de Nicholas Ray. Impossible d'imaginer une autre musique que celle du maestro sur une scène pareille. Sinon, au début des 50s, il y avait aussi le son du thérémine, omniprésent dans Le jour où la Terre s'arrêta, fameux film d'anticipation de Robert Wise. Ce qui m'avait rappelé que Bernard Herrmann était également l'auteur de la musique de cette série culte des années 50, Twilight Zone, en français La quatrième dimension. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. Et puisqu'on est dans un registre plutôt noir, je n'oublie évidemment pas Cape Fear de Jack Lee Thompson en 1962 avec ce motif répétitif de 4 notes qui continue à me terrifier encore aujourd'hui. Sans parler de cette musique de poursuite qui faisait encore plus peur. Et bien sûr, Scorsese s'était souvenu de la musique de Bernard Herrmann pour son remake en couleur de Cape Fear, toujours aussi impressionnante mais réorchestrée ici par Elmer Bernstein. Bon, à part ça, Herrmann était aussi un musicien qui avait su s'inspirer de la musique asiatique dans Anna et le roi de Siam de John Cromwell, mais il était également un compositeur sous-marin très convaincant dans Tempête sous la mer de Robert D. Webb, dont j'aimais particulièrement ce ballet amoureux. Auquel j'associais volontiers dans un autre registre, cette danse tout aussi romantique dans un western du début des années 50, Capitaine King d'Henry King le bien nommé. À la baguette, toujours Bernard Herrmann bien sûr. Mon compositeur de chevet avait d'ailleurs frayé ici ou là dans le western, comme dans le méconnu L'homme du Kentucky, de et avec Burt Lancaster. Et peut-être surtout dans Le Jardin du Diable d'Henry Hathaway, dans lequel on reconnaît tout de suite son style inimitable. À son palmarès, il y avait aussi le film de guerre, et pas n'importe lequel, Les Nus et les Morts de Raoul Walsh d'après Norman Mailer. C'est peu dire que la présence d'Herrmann ajoutait pour moi une dimension fondamentale aux images de Walsh. Mais dans ces années 50, début 60, Herrmann avait surtout été le compositeur de films d'aventure mythologiques avec les effets spéciaux du grand Ray Harryhausen, le genre de choses qu'enfant j'adorais. Notamment le plus célèbre, Jason et les Argonautes, avec un premier monstre. Et puis un deuxième, rendu encore plus inquiétant par les sortilèges hermanniens. Dans le même genre, encore plus impressionnant, j'aimais bien l'île mystérieuse et ce crabe particulièrement sympathique. Là encore, Herrmann n'arrangeait rien. Tout comme dans le 7e voyage de Simbad et ce proto-King Kong encore plus charmant.
Mais dans ma tendre enfance, c'est sans doute les monstres préhistoriques du voyage au centre de la Terre d'Henry Levin, magnifiés en quelque sorte par la musique d'Herrmann, qui m'avait le plus marqué. Après sa rupture douloureuse avec Hitchcock sur Le Rideau déchiré, au milieu des années 60, Herrmann avait eu l'occasion de travailler avec François Truffaut sur Fahrenheit 451, dont j'aimais beaucoup cette musique particulièrement adaptée au rouge des pompiers pyromanes. Mais dont j'adorais également ce thème romantique aux accents un peu maladifs. Herrmann et Truffaut avaient remis le couvert l'année suivante, en 1967, pour La mariée était en noir. Ça s'était moins bien passé entre les deux hommes, mais ça ne m'empêchait pas d'apprécier par exemple cette course en voiture de Jeanne Moreau, la mariée en question. Et d'ailleurs, dans La mariée était en noir, j'aimais encore davantage cet air typiquement hermannien, avec Jeanne Moreau en Diane Chasseresse, dirigée par un Charles Denner toujours aussi fiévreux. Dans cette fin des années 60, Herrmann avait aussi pondu cette mélodie sifflée particulièrement addictive dans Twisted Nerve de Roy Bulking. Cité bien sûr par Tarantino dans Kill Bill 1, avec Daryl Hannah dans le rôle de la siffleuse. Puisqu'on en est aux citations d'Herrmann, restons-y quelques instants. Voici la musique de Psychose dans Kika de Pedro Almodovar. Ou encore, en moins convaincant, celle de Vertigo, étrangement transposée dans The Artist de Michel Hazanavicius, avec le visage de Jean Dujardin en lieu et place de celui de Kim Novak. Ça fait drôle. Revenons aux années 60-70 avec la partition peu connue de Night Digger qui permet d'entendre un harmonica, ce qui n'était pas courant chez Herrmann. Sinon, dans un registre nettement plus macabre, j'aimais aussi la BO ensanglantée du Monstre est vivant de Larry Cohen. Qui me menait directement à celle de Sisters de Brian De Palma, tout aussi sanglante, agrémentée de sons électroniques que j'adore. Mais bien sûr, entre Bernard Herrmann et Brian De Palma, le sommet c'était forcément Obsession, une autre partition à laquelle le compositeur tenait particulièrement, avec cette valse éternelle. Puis ce moment de quintessence hermannienne qui m'électrise littéralement. Ou encore ces chœurs célestes et vraiment inquiétants à Florence, accompagnant une sorte de résurrection. Je ne vous en dis pas davantage. Tout ça me menait inéluctablement à Taxi Driver de Martin Scorsese,
Dernière partition du grand Bernard qui ne verra jamais le film terminé et son triomphe au Festival de Cannes. Personne n'a oublié, et surtout pas moi, le monologue de Robert De Niro sur les motifs glissants et une fois n'est pas coutume assez jazz d'Herman, une sorte d'anticipation du rap en quelque sorte. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. Ou ce sax new-yorkais tellement séduisant, porteur d'une tristesse intime sous-jacente. C'était la fin de la trajectoire exceptionnelle de Bernard Herrmann, et logiquement, j'aurais dû m'arrêter là. Sauf que m'est revenu en mémoire un film hallucinant de 1945, Andover Square de John Bram, pour lequel Bernard Herrmann avait composé ce concerto macabre que vous pouvez entendre. Une musique vraiment hallucinée qui brûle d'un feu intérieur qui n'est pas prêt de s'éteindre, pour mon plus grand bonheur, pour notre plus grand bonheur assurément.